Bonjour Sophia, bonjour William. Bonjour, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous quotidien à la bonne heure sur votre page Facebook France Maghreb 2. Je suis heureuse de vous retrouver tous les jours du lundi au vendredi de 11h à midi en compagnie de mon amie, de ma sœur aussi jolie qu'intelligente, Sophia. Sophia, salam alaikum, bonjour. Alaikum salam, bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup, Yem. Je te retourne exactement les mêmes compliments. Et puis, on est parti. Alors, de quoi allons-nous traiter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous parlerons, donc au sommaire de l'émission, nous parlerons du stress, de l'angoisse et de l'anxiété. Alors, on est en compagnie de Sophia aujourd'hui. Je suis très contente que tu sois avec nous pour toutes les émissions d'ailleurs, hein, ainsi qu'on est également en compagnie d'Abdeslam, mais aussi on est en votre compagnie à travers vos messages ainsi que vos appels. Vous pouvez entrer directement dans le direct afin d'intervenir et nous donner vos points de vue, partager avec nous vos expériences. Le désir de tous les membres de l'équipe de France Maghreb 2 est de vous sortir de votre isolement. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à vos côtés. Ce rendez-vous à la bonne heure a pour objectif d'aborder chaque jour donc un thème de votre vie quotidienne et vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Alors, il me semble, Aïda, Sophia, qu'on peut laisser des commentaires sur ta page Sophia Aïda, mais également sur la page de France Maghreb 2. Donc, franchement, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger ensemble. Donc, Sophia, le thème de l'émission, c'est vivre avec le stress, l'angoisse et l'anxiété. Si je peux me permettre juste, William, de t'interrompre, de préférence, on va préférer mettre des commentaires sur le live et après live, on m'écrit sur ma page à moi. Sinon, je vais devoir alterner et un peu trop vous quitter et revenir. Et je vous mens pas. Maintenant que je suis là, je ne lâche plus ma place. Super, c'est toi qui gères, on te fait confiance. Alors, comme toute émotion, le stress ou l'anxiété peuvent être des alliés ponctuels pour faire face à certaines situations. Mais ils peuvent facilement envahir notre vie sans que nous le sachions, hein, sans même qu'on y prenne garde, et que là, ça commence à être un petit peu trop fréquent, trop récurrent dans notre quotidien. Donc, de la boule dans la gorge, au sentiment diffus d'angoisse, au stress chronique, à l'attaque de panique de plus en plus fréquente, que ce soit à la maison, au travail, dans la rue, dans les transports. Ce sentiment peut à un moment donné devenir tellement présent qu'on ne parvient plus à le maîtriser. Par la suite, Sophia, hein, tu nous donneras tous les symptômes que l'on peut retrouver dans la crise d'angoisse, dans l'attaque de panique ou dans la névrose d'angoisse. Donc, on va essayer de bien distinguer au cours de cette émission la différence entre l'angoisse qui est absolument normale, que tout le monde peut ressentir à un moment donné, et l'angoisse qui devient un peu plus pathologique. Alors, si la télévision allumée et les informations que vous entendez vous tourmentent, si vous vous inquiétez souvent pour vos proches, si les bruits vous dérangent et vous oppressent, si vous avez des ruminations et que votre sommeil est entrecoupé, voire que vos nuits sont très courtes, si vous êtes extrêmement perfectionniste ou si vous stressez chaque fois que le téléphone sonne, bienvenue, cette émission est pour vous. Oui, dis-nous, Sophia. Alors, merci William. Je voulais préciser que vous pouvez me suivre en simultané sur les ondes, sur l'application, sur les réseaux et ainsi que la Free TV. Je voulais aussi préciser que le stress, c'est quand même un langage que le corps utilise pour nous signaler qu'il y a un truc qui va pas. Maintenant, à petite dose, c'est bon, c'est à titre informatif, c'est fait pour nous guider, nous aiguiller. À grande dose, là, c'est un peu plus délicat. Et William, je te laisse développer. Exactement. Et avant de développer, je pense qu'il est extrêmement important que ce soit bien clair pour chacun d'entre vous, que ce soit bien clair, que vous compreniez bien que c'est parce que je pense, que je ressens, que je réagis. Et là, dans les situations de stress, d'anxiété et d'angoisse, c'est encore plus indispensable pour vous que vous le compreniez bien. Alors, vous allez voir, il y a un petit schéma qui va s'afficher là à l'écran, qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Le monde extérieur, la réalité externe, elle me propose constamment des stimuli qui vont venir impacter ma réalité interne. Donc, vous voyez, le monde extérieur, il est constitué d'une série d'événements qui soient positifs, neutres ou négatifs, avec lesquels je vais devoir interagir, que je vais devoir gérer. Ces stimuli qui me viennent de l'extérieur vont avoir un impact sur ma réalité interne. Alors, vous vous souvenez, je l'avais expliqué dans d'autres émissions, ma réalité interne, ce qui est à l'intérieur de moi, personne ne peut y accéder à part moi, c'est mes pensées, c'est mes émotions.
À l'intérieur de ma réalité interne, c'est ce qu'on appelle donc ma cognition. J'ai des pensées. Ces pensées, c'est ce qui va me permettre d'interpréter les événements qui me viennent de l'extérieur. C'est ce qui va me permettre d'avoir ce qu'on appelle un dialogue intérieur, cette petite voix à l'intérieur de moi, comme vous le voyez sur le schéma. Cette pensée, ces pensées, ce dialogue intérieur, il va être à l'origine de mes émotions, de mes affects. C'est ce qui va m'amener à ressentir. C'est ce qu'on appelle aussi l'humeur, les humeurs. Donc, l'humeur, c'est vos sentiments qui sont engendrés par vos pensées et non pas par les événements eux-mêmes. Sophia, par exemple, on peut être toutes les deux dans une situation telle que, je sais pas, on va dire, on est face toutes les deux à une maman dans la rue qui est en train de secouer ou de frapper son enfant. Qu'est-ce que tu vas penser? Et de là, qu'est-ce que tu penses que tu vas ressentir? Je vais me sentir super mal pour l'enfant. Je vais avoir une sensation d'être oppressée réellement et je pense que je vais commencer à ressentir de la colère envers la personne qui violente l'enfant. On est dans la troisième phase, là où on voit le petit bonhomme avec le cœur, qui ressent des émotions. Là, tu m'as décrit tes émotions et c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu as pu penser avant pour en arriver à ressentir ces émotions d'après toi? Mais à quelle heure tu fais ça à ton enfant, madame? Exactement. C'est pas normal, c'est de la maltraitance, etc., etc. Tu vas avoir des pensées entre guillemets négatives qui vont t'amener à ressentir forcément des émotions désagréables. Et alors, comment tu réagiras? Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu feras? Je vais pas réagir de la meilleure des façons qui soit. Voilà, c'est parce que je pense, que je ressens, que je réagis. Maintenant, imaginons que moi, dans la même situation que toi, je me dise, cette maman, elle doit être en burn-out, cette maman, elle doit être à bout, cette maman doit être très fatiguée, je la plains, la pauvre. Qu'est-ce que je vais ressentir, moi, comme émotion? Je vais ressentir de la compassion, je vais ressentir de l'empathie. Et comment je vais réagir? J'irai la voir en lui disant, écoutez, là, je vois que vous êtes à bout, vous êtes fatiguée, je vais essayer de nommer ces émotions pour la ramener à un état de stress beaucoup plus bas pour qu'elle puisse se calmer, qu'elle ait moins d'émotions très intenses. Et finalement, mon attitude, ma réaction, c'est toi qui aurais pu réagir de cette façon-là aussi, nos réactions prouvent bien qu'elles sont le résultat, mes réactions, de ce que j'ai pu ressentir, mais déjà en amont de ce que j'ai pu penser. Et là, si on est bien au clair avec ça, on va pouvoir avancer. Oui, dis-nous, Sophia. Merci, William. On a un commentaire intéressant de Leïla qui fait un raccourci assez court, mais qui résume bien les choses. Selon elle, la rumination mène à l'anxiété et l'anxiété mène à l'insomnie. Et c'est horrible, selon elle. Ouais, exactement. Les ruminations, c'est quand j'ai une persistance dans le temps, vraiment de façon chronique, de pensées anxiogènes, de pensées négatives qui vont m'amener à ressentir d'une certaine façon et qui vont engendrer des symptômes et on va y venir. Exactement. C'est bien résumé et on va développer un petit peu pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, il faut que je vous présente, il faut que toutes les deux aujourd'hui, nous vous présentions des émotions qui sont souvent confondues afin d'y voir plus clair par la suite. C'est nécessaire que nous puissions poser tout de suite les bases pour que nous puissions cheminer et avancer dans la compréhension de ce que l'anxiété ou même de ce que certaines anxiétés chroniques peuvent amener comme maladie, entre guillemets. Alors, il y a une émotion qui est souvent considérée comme dangereuse, voire néfaste, alors qu'elle ne l'est pas. Cette émotion, c'est ce qu'on appelle le stress. Qu'est-ce que tu connais du stress, Sophia, dis-nous? Que c'est une émotion qui est normale et qui envoie un signal au corps pour dire qu'une situation, qu'un ressenti, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, c'est un petit signal. Exactement, Barakallah, c'est exactement ça. Donc, je le disais, le stress, donc ce petit bonhomme que vous voyez là à l'écran, le stress est souvent considéré comme dangereux ou néfaste, mais sauf que c'est un abus de notre langage qui a perdu en fait son sens initial. C'est devenu un concept un peu fourre-tout qui renvoie à un sentiment de malaise, alors qu'en réalité, le stress en lui-même, comme tu l'as très bien dit, Sophia, n'est qu'une réponse à une situation d'évaluation. Donc, en réalité, c'est nécessaire. Quand par exemple, je vais passer un concours, quand je dois monter sur scène, quand je dois rencontrer ma future belle-mère ou un futur amoureux que j'ai rencontré via les réseaux sociaux, c'est
absolument normal que je puisse ressentir cette émotion de stress. C'est ça. Votre organisme va à ce moment-là tout faire pour que vous vous adaptiez à cette situation d'évaluation, à cette situation nouvelle. Pour cela, votre système nerveux, donc ce qui est dans votre cerveau, va envoyer un message à une partie de votre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus et qui va agir sur la glande médulo-surrénale et qui va libérer un neurotransmetteur qui est absolument présent dans la situation de stress qui s'appelle l'adrénaline. Oui, Sophia. Oui, on vient d'avoir un commentaire qui nous dit « Il y a du bon stress et du mauvais stress. Est-ce que tu peux nous aider à identifier les deux et donc faire la part des choses pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas ?» Exact, très bien. C'est ce que je vais vous dire tout de suite. Alors là, ce que je viens de décrire, c'est le bon stress. C'est le stress qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que quand mon cerveau va libérer de l'adrénaline, cette adrénaline, elle va fournir à mon organisme l'énergie dont il a besoin en augmentant mon rythme du cœur, donc mon débit sanguin pour mieux oxygéner mes muscles et les tissus, en facilitant la libération du sucre et des graisses par le foie. C'est un premier stade où la mémoire et la réflexion vont être améliorées. Vous allez voir, vos pupilles vont se dilater, vous allez disposer d'une meilleure vision. Donc, quelle que soit la nature du stimulus ou des stimuli qui viennent de l'extérieur, la réponse biologique de votre organisme sera de toute façon invariablement la même, mais c'est une réponse qui est nécessaire, qui est optimale, qui est positive. Ensuite, on va avoir un deuxième temps qui là aussi est encore normal. On n'est pas encore dans du pathologique. C'est ce qu'on appelle la phase de résistance au stress. Quand je suis dans une situation d'évaluation, mon cerveau va sécréter ce neurotransmetteur et avec ce neurotransmetteur, l'adrénaline, ça va me permettre de résister à la situation que je vais devoir gérer. Si donc le stimulus il persiste, c'est-à-dire que moi je suis pas encore montée sur scène, par exemple, là je commence à avoir du stress. Tout le temps où je vais monter sur scène et où je vais commencer à réciter mon texte, là je vais être dans la phase de résistance face au stress. Pas que je m'effondre, je vais être dans la résistance face au stress. Donc là, on va passer pour faire court, ça c'est la partie positive du stress. Quand tu transformes ça dans le positif. On est encore dans la partie positive. Exactement. Là, on est encore dans la partie positive. On va passer à la phase de résistance. Là, mon organisme, il est en position d'alarme et de mobilisation pour tenter de capitaliser d'autres ressources qui sont à l'intérieur de moi afin de trouver un équilibre. Donc là, mon corps, il va se mettre à sécréter d'autres hormones. Et là, on est encore dans du normal. Il va sécréter d'autres hormones qui s'appellent l'endorphine, qui ont des vertus apaisantes, mais également le cortisol, la dopamine, mais aussi la sérotonine. À ce stade, le stress, il est encore considéré d'un point de vue biologique comme un agent stimulant bénéfique pour mon organisme parce qu'il me permet de réagir et de survivre à des situations qui potentiellement pourraient me mettre en danger. Mais, si ça dure trop longtemps, si je vis des stress chroniques, par exemple, je suis constamment tous les jours stressée parce que mon mari va rentrer et va m'engueuler parce que j'ai pas fait à manger ou parce que j'ai pas rangé la maison ou de façon chronique, j'ai mon patron qui est sur mon dos, qui me surveille, qui est tout le temps en train de me mettre en situation d'évaluation ou de stress. Quand ça devient persistant, quand ça dure trop longtemps, on risque d'entrer dans ce qu'on appelle la phase d'épuisement. Donc, si ça perdure dans le temps, si votre organisme il est incapable de faire face à des dépenses énergétiques, psychiques, mais qui sont nécessaires, mais qui vont devenir trop importantes, là, on passe à la phase d'épuisement. Et c'est là où le danger guette, c'est là où on risque d'avoir des émotions, on risque d'être fatigué physiquement et qu'on risque même d'aller vers de la dépression. Ce qu'il faut savoir… Le stress positif, c'est ce qui donne la patate pour avancer et traverser l'épreuve. Le stress négatif, c'est ce qui nous limite et ce qui commence à nous faire cogiter sur place tout seul. Quand le stress se chronicise, quand on est en situation d'évaluation, quand on est sous pression constamment, là, on risque d'aller vers de l'épuisement. Alors, il faut aussi savoir que le stress, on n'est pas tous égaux face au stress. On n'a pas établi de cause ou de véritables raisons qui peuvent faire qu'on est plus ou moins sensible au stress. Mais ce qui est sûr, c'est que face à une même situation, les individus vont réagir absolument différemment face au stress.
Il y a des personnes qui vont réagir de façon très positive, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la phase positive du stress et ils vont en faire quelque chose de bien, hein, ça va vraiment les stimuler. Et d'autres personnes pour qui un tout petit peu de stress va tout de suite les amener à de l'épuisement. Donc, on n'est pas tous égaux, malheureusement, c'est comme ça. On n'est pas tous égaux face au stress. Par contre, on sait… Heureusement, ça se travaille. Ça se travaille. Et on sait aussi qu'il existe des facteurs aggravants de sensibilité aux situations potentiellement stressantes. Ça va être certaines périodes de la vie. Ça va être toutes les transitions, tous les changements importants dans ma vie, quand je déménage, quand j'ai un enfant, quand l'adolescence. Oui, on va résumer ça par les premières fois. En général, une première fois est assez stressante. Donc, vu qu'on ne connaît pas, on va appréhender beaucoup plus gros que ce que c'est réellement, en fait. C'est ça, c'est ça. Toutes les situations de nouveauté, de changement, et surtout les changements très importants dans notre vie, ils vont potentiellement ça pourra potentiellement être des facteurs aggravants de ma non-capacité à gérer le stress. Exactement. Très bien. Alors, le stress, il faut vraiment le différencier d'une autre émotion qui s'appelle la peur. La peur, vous allez voir l'image qui apparaît à l'écran. On voit un petit bonhomme. On voit un petit bonhomme qui se cache derrière le fauteuil. Tu me décris ce que c'est que la peur, Sophia? Alors, la peur, c'est un sentiment où c'est l'inverse d'être à l'aise, où on se sent bien et en sécurité. C'est un état où, étant donné qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui peut nous arriver psychologiquement ou physiquement, on va être dans un état de stress, mais en level up, en deuxième étape, en appréhension en plus. Alors, tu as dit on n'est pas en sécurité et on y est. Hein. Donc, le stress, c'est vraiment différent de la peur. C'est une émotion. C'est une émotion, la peur, alors que le stress, c'est un mécanisme de réponse pouvant amener à différentes émotions, dont la peur. Exactement. Le stress peut amener à de la peur. Le stress, c'est vraiment une réponse que mon organisme va mettre en place face à une situation d'évaluation. Donc, en gros, la peur ne vient pas d'elle-même sans stress. La peur peut venir du stress, mais elle peut venir d'autres choses. Elle peut venir également, donc c'est une émotion qui est ressentie et qui peut venir quand on est face à une situation de danger ou de menace. Là, tu vois, le petit bonhomme, il se cache derrière le fauteuil parce qu'en fait, il a identifié qu'il y avait un danger. Donc, en d'autres termes, la peur est une conséquence de l'analyse de ma cognition, ce que je disais tout à l'heure, de ma pensée, et qui va déduire que face à cette situation externe, potentiellement, il y a un danger. Et donc, elle va m'amener à fuir ou à combattre. Alors que le stress, c'est pas exactement ça. Quand je suis stressée, je dois pas fuir. C'est parce que j'ai commencé à ressentir de la peur que je me mets à fuir suite au stress. Le stress, ça doit me donner toute l'énergie nécessaire pour gérer une situation d'évaluation. Mais si ça perdure, si ça se chronicise, je peux être amenée à ressentir de la peur. Et la peur, elle me fait fuir. Donc, en gros, si je m'enfuis dans une situation de stress, c'est que j'ai pas réussi à gérer mon stress, en fait. J'en suis arrivée à ressentir de la peur. D'accord? Maintenant que tu dis ça, j'ai l'impression que toi aussi, tu as un petit peu peur vu que tu te caches derrière l'image du bonhomme qui a peur. On ne te voit pas. Alors, c'est même pas fait exprès. C'est le découpage. Attends, je vais essayer de me décaler un peu qu'on voit un peu mieux. Mais je suis humaine et l'émotion peur ou le stress, tout le monde ressent ces états émotionnels, bien entendu. Maintenant, c'est quand ça devient pathologique que c'est un petit peu embêtant et un peu gênant dans notre quotidien et on va aujourd'hui toutes les deux apporter des solutions. Alors, si le danger est bien réel, la peur, en revanche, elle est subjective et personnelle. Parce que là, il y a l'imagination, en fait, qui joue un rôle très important dans la perception, dans l'analyse du danger réel qui est donc à l'extérieur. La peur, elle est précieuse, elle est très importante, comme toutes les émotions d'ailleurs. Hein, souvent, on a tendance à dire que les émotions désagréables, il faut les éviter, il faut les fuir, alors que non, mes émotions, c'est une boussole et on fera une émission dans pas longtemps, Sophia, sur la gestion des émotions. Donc, la peur, c'est vraiment une émotion qui est indispensable à notre survie. Parce que imagine Sophia, si je ressens jamais de la peur et que je suis dans la rue et que oui, tu peux te mettre en danger inutilement. La peur est vite. Par contre, William, si je peux me permettre, est-ce qu'on peut faire une petite pause pub et on se retrouve après pour dire quelques commentaires et reprendre le sujet de l'émission? Super.
Allez, à tout de suite. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Waouh! Vous me entendez? Ouais, t'es trop belle. Moi aussi. Nous sommes toujours sur la page France Maghreb 2. Donc, on peut continuer la partie d'émission qui ne passera pas sur les ondes FM, mais les connectés donc sur cette page auront le privilège d'avoir un petit peu de rab avec vous. Ah, c'est Attends, génial. on est Comme encore ça, en direct? Oui. Oh, c'est Eh ben, trop Sophia, bien. tu peux nous faire les commentaires, s'il te plaît? Oui, alors on va lire quelques commentaires du coup. On a Ilhem que je salue et qui nous dit je suis au bout du rouleau et ça me fait peur. On a une question très intéressante qui demande si le stress vient de la peur et est-ce que, William, à force de somatiser les émotions qu'on a, on peut tomber malade? Ouais. Ça, c'est les Exact. 3 grandes questions qui reviennent. Si tu peux nous répondre le temps de la pub, s'il te plaît. Alors, il faut bien avoir à l'esprit qu'une émotion, elle a 2 pôles, elle a 2 faces. Hein. Une émotion, il faut imaginer que c'est comme une petite boule d'énergie à l'intérieur de moi qui va avoir 2 côtés. Il y a un côté psyché, c'est parce que je pense, que je ressens, et il y a un côté soma, puisque toutes nos émotions, elles s'expriment à travers notre corps. Quand j'ai peur, ça se voit. Quand je suis en colère, ça se voit. Quand je suis surprise, ça se voit. Une émotion, elle va s'exprimer à travers mon corps. Donc, une émotion, comme je l'ai dit, a 2 côtés. Si cette énergie psychique qui est engendrée à l'intérieur de moi à partir d'une pensée, si cette énergie, elle reste bloquée à l'intérieur de moi parce que je ne sais pas l'exprimer, mon émotion, parce qu'on m'a pas appris, parce que c'est interdit, parce que voilà, c'est pas bien pour plein de raisons. Si mon émotion, je la bloque, je la contiens, je veux être forte, pour moi, montrer ces émotions, c'est de la faiblesse, etc. Si je la garde à l'intérieur de moi, cette énergie, il faut bien comprendre que mon affectivité, c'est comme une cocotte minute. À un moment ou à un autre, il va falloir que ça se libère, il va falloir que je me dégage de toutes ces énergies. Et si je peux pas le faire par ma parole, si je peux pas le faire par ma pensée, eh ben, ça va se faire à travers mon corps. Et c'est là où on va commencer à voir des troubles, des symptômes qui s'appellent des symptômes psychosomatiques. On va somatiser, c'est-à-dire que c'est notre corps qui va être le lieu d'expression de nos mots M-A-U-X, qui sont des mots qui n'ont pas pu être exprimés par nos mots M-O-T-S. Mais C'est ça, de toute ça. façon, En fait, on en fera une émission. va prendre le dessus sur le mental. Vu que ton mental ne parle pas ni ta bouche ne va pas le faire, ton corps va le faire. Ton corps va se rendre malade pour t'envoyer un signal et te dire hello, reprends-toi, il y a un truc qui va pas. C'est ça. Pardon. Et le problème, Je suis c'est là que quand pour on a résumer, mais Ouais, mais très bien, tu l'as très bien résumé. Mais le problème, c'est que quand mon corps, il en arrive à somatiser, c'est souvent que je suis en bout de course. C'est souvent que ça fait trop longtemps que je n'ai pas verbalisé, que je n'ai pas exprimé mes émotions. C'est que là, vraiment, ce signal d'alarme, il faut l'entendre, il faut vraiment y prêter attention parce que ça risque d'amener à force dans le temps à des dépressions qui se chronicisent et vraiment à un mal-être très, très, très intense. Oh, on a des compliments. Bon duo dynamique, merci à vous. et bonjour à tous ceux qui nous disent bonjour. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer sur la peur? Pas encore parce qu'on n'a pas repris le direct en FM. Là, tu peux continuer à peaufiner sur les réseaux. Par exemple, comment faire pour réduire le stress au maximum? Alors, c'est ce dont nous allons parler par la suite, notamment par la relaxation, par le fait de parasiter ses pensées. Là, ah oui, une chose que je n'ai pas dit et qui est importante de dire aujourd'hui, c'est que moins j'ai confiance en moi, plus je stresse. Puisque le stress est une émotion qui est ressentie face à une situation d'évaluation. Si moi, je ne me pense pas capable de sortir de cette situation, si moi, je ne me pense pas capable d'être à la hauteur, si je ne me pense pas être capable de réussir, si je ne me pense pas capable de faire telle ou telle chose, eh ben, ça prouve que je n'ai pas confiance en moi. Donc, je vais ressentir encore plus de stress. Mon corps va réagir de façon beaucoup plus intense. Oui. La confiance en soi, c'est comme le garde du corps qu'on va avoir dans notre tête pour limiter au maximum l'impact extérieur sur nous à l'intérieur. C'est ce qui s'appelle la force psychologique. Exactement. Plus je suis fort psychiquement, moins je vais être impacté par les stimuli, par les événements, par les éléments qui me viennent de l'extérieur. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
On continue sur la peur? Allez, on reprend sur la peur, du coup. Donc, nous disions que la peur s'accompagnait de réactions physiques également, comme la production soudaine et abondante d'adrénaline, hein, comme pour le stress, et que c'est une émotion qui me permet de fuir et de me défendre de façon efficace. Le stress, c'est dans les situations d'évaluation. La peur, c'est dans les situations de danger. Dans le stress, je peux en arriver à avoir l'impression d'être en danger. Donc, le stress peut amener à de la peur. D'accord? Quand la peur est trop intense, quand la peur est trop intense, eh ben, on peut en arriver à ressentir, c'est plus rare, on peut en arriver à ressentir de la terreur. C'est un peu le bonhomme que vous allez voir. La différence entre la peur et la terreur, vous le voyez très bien à l'image, c'est que là, le bonhomme, il est paralysé. Donc, dans certaines situations, la réponse de mon corps, au lieu que ce soit la fuite, ça va se traduire par, la réponse va être la paralysie totale. Ça va m'empêcher d'être dans une action qui serait susceptible de m'aider. Donc, la peur extrême, la terreur, elle est paralysante. Et ça, heureusement, c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les trois émotions que nous venons de voir, hein, le stress, la peur et la terreur. Ces trois émotions-là, c'est important que vous ayez bien à l'esprit. Je veux plus d'abus de langage, s'il vous plaît. Je veux bien que vous ayez à l'esprit que ça, c'est des émotions qui font suite à des stimuli qui me viennent de l'extérieur. Maintenant, je vais vous présenter, on va vous présenter toutes les deux trois autres émotions qui, elles, ne sont pas que le résultat de ce qui me vient de l'extérieur, c'est aussi et surtout le résultat de ce qui me vient de l'intérieur, à savoir mes pensées. Donc, les trois premières émotions, stress, peur, terreur, c'est des réponses de ce que la réalité externe me propose. Voilà. Et tout ça dans l'état. Exactement. Il existe exactement des émotions ou des états émotionnels qui, eux, sont uniquement suscités, qui ne sont pas uniquement suscités par des stimuli externes, mais qui sont également stimulés par des pensées. Alors, cette carte, d'après toi, Sophia, c'est quoi? Tu vois le petit bonhomme là, il a comme un gros nuage au-dessus de la tête. Hein, ses pensées, elles sont embrouillées, elles sont emmêlées, elles sont enchevêtrées. Quelle émotion, d'après toi, ce bonhomme ressent? Tu me crois si je te dis je l'avais sur le bout de l'anxiété? Et pas encore. Je l'avais sur le bout de la langue et tu as tellement épilogué que j'ai perdu cette émotion. Laquelle est-elle? L'angoisse. Cette émotion. Et non, toujours pas. Et c'est très bien que tu puisses te tromper, ça m'arrange, hein, parce que même si tu la connais, cette émotion, ça m'arrange que tu te trompes parce que la majorité des personnes qui nous regardent se trompent. Et la majorité de mes patientes que je reçois en consultation se trompent. Alors, non, c'est là pour mettre des mots sur les mots MAUX. Donc, dis-nous tout. C'est ce que nous disions, on est là pour vous informer, pour y voir plus clair. Alors, cette émotion, ce n'est ni l'angoisse ni l'anxiété, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, c'est une émotion absolument normale que nous ressentons tous à un moment donné dans notre vie, dans notre quotidien. Ce terme, il est aussi utilisé pour parler des soucis ou des préoccupations. L'inquiétude, ça veut dire le manque de quiétude, le manque de calme dans ma tête. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est pathologique. Ça ne veut pas dire que ça me fait énormément souffrir. Vous voyez le petit bonhomme, là, ses pensées, elles sont toutes mélangées, toutes enchevêtrées. Si par exemple, moi, je ne sais pas comment je vais réussir à payer mes factures, hein, bah ouais, avec le confinement, avec l'absence de travail. Si moi, je ne sais pas si mes enfants vont réussir à faire tous leurs devoirs et puis comment ils vont pouvoir gérer la rentrée, toutes ces pensées qui occupent mon esprit, c'est juste de l'inquiétude. C'est pas pour autant que j'en suis encore au stade de l'angoisse ou de l'anxiété. D'accord? Ça sera le stade d'après. Exactement. Un stade un peu plus douloureux, difficile, c'est ce qu'on appelle l'angoisse. Et donc, effectivement, c'est cette cette image que vous voyez à l'écran. Sophia, il est où le nuage là du bonhomme? Il se situe où? Dans ses pensées? À l'intérieur? Non. C'est pas dans les pensées. C'est pas dans les pensées. Là, c'est vraiment physique et physiologique. Alors,
comme pour les autres émotions, effectivement, il y a une réaction neurovégétative. Mon corps va réagir. Mais là, tu vois, le petit nuage, il est au niveau du cœur du bonhomme. Parce que c'est au niveau de ses émotions que c'est embrouillé. Là, il n'y a pas de pensée. Il n'y a aucune pensée. L'angoisse, contrairement à la peur ou à l'inquiétude, eh ben, c'est une émotion que je vais ressentir sans raison. C'est un ressenti qui est diffus, qui n'est pas limité, qui n'est pas clair, qui n'est pas explicable. C'est une sensation très désagréable, c'est un sentiment de tension, de malaise à l'intérieur de moi, sans que je ne parvienne à déterminer sa nature, sans que j'arrive à comprendre pourquoi je ressens ça, d'où ça vient. C'est souvent exprimé par le patient sous les termes de stress ou de soucis ou de nervosité, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment une émotion qui me vient d'un coup. Ça survient sous cette forme-là d'espèce de tension intérieure sans que je puisse l'expliquer. Par exemple, Sophia, tu es devant la télé, tu es en train de regarder un film, tu es tranquille, en train de discuter avec tes amis, et d'un coup, tu te sens pas bien. Et tu sais pas pourquoi. Et ben, à ce moment-là, tu ressens de l'angoisse. Et qui sont les personnes les plus prédisposées, les plus amenées à ressentir de l'angoisse? Eh ben, c'est toutes les personnes qui intériorisent, c'est-à-dire toutes les personnes qui gardent à l'intérieur leurs émotions. Et on l'a dit, une émotion, c'est une énergie psychique. Toutes les personnes qui gardent à l'intérieur leurs émotions, qui ne les expriment pas, à force, ça va tourner, ça va bouillir à l'intérieur d'elles. Alors, il y a un exemple que moi, je donne à chaque fois pour les patientes que je reçois en consultation et qui sont angoissées ou qui sont anxieuses. Et c'est une bonne image et je pense que ça va tous vous éclairer. Imaginons que dans une journée, votre affectivité, on va l'imager par un verre. On va dire que votre cœur, c'est un verre. Hein? On va dire que votre affectivité, l'usine à émotions, c'est un verre. Ce verre, toute la journée, on va y verser des liquides. Ces liquides, c'est les émotions. Si moi, dans ce verre, je verse du coca, par exemple, et que vous connaissez ce liquide, vous connaissez cette boisson, ben vous savez que c'est du coca. On ne fait pas de pub. Ou du jus d'orange. Vous allez verser du Selecto. Voilà, on va dire, bon, on fait de la pub là aussi. Bon, on y verse du jus d'orange. Allez, c'est plus simple. Dans ce verre, on va y verser du jus d'orange. Vous connaissez cette boisson. Donc, pas de problème, vous l'avez identifiée, vous allez la boire, vous allez la digérer, cette émotion. Tout va bien. Maintenant, si moi, je vous mets un liquide, une boisson non identifiée, vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas ce que c'est, ben, vous n'allez pas vouloir la boire, ce qui est absolument normal. Donc, cette boisson, elle va rester dans le verre. Si maintenant, j'y verse une autre boisson, donc une autre émotion, vous avez compris. Si j'y verse du jus de raisin, si j'y verse de l'eau, si j'y verse d'autres émotions que vous ne connaissez pas, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre? Eh bien, il y a une espèce de mélange, une espèce de liquide infect, imbuvable. Cette boisson-là, vous allez la mettre de côté. Et chaque jour, à chaque nouvelle journée, de nouvelles émotions. Parce qu'à chaque fois que je pense, je ressens. Au bout d'un certain temps, vous allez accumuler à l'intérieur de vous une quantité énorme de ressentis, d'émotions que vous n'êtes plus en mesure d'identifier, que vous n'êtes plus en mesure de comprendre. Bah oui, parce que si moi j'ai mis de côté énormément de liquides qui se mélangent, ben, je ne vais pas pouvoir vous dire, moi, après 2 ou 3 jours, exactement l'ordre des liquides qui ont été versés, la nature des liquides qui ont été versés. Bah oui, à la fin, vous ressentez juste à l'intérieur de vous que c'est pas bon, que c'est désagréable, que c'est non identifié. Et là, on est dans de l'angoisse. D'accord? Si cette angoisse, elle dure trop longtemps à l'intérieur de moi, c'est comme ça, ma psyché, elle ne supporte pas de ne pas comprendre. Ma cognition, elle a besoin de mettre du sens, elle a besoin de tout interpréter. Et si c'est là où ma cognition, elle va entrer en action et elle va essayer de justifier, d'expliquer ma tension intérieure. Et c'est là où on passe à l'anxiété. C'est là où on va être dans cette image que vous voyez tout de suite à l'écran. Donc, l'anxiété, c'est une expérience émotive qui est de la même lignée que l'angoisse, mais qui va se chroniciser. Et c'est une expérience émotive où on va pouvoir justifier, expliquer par notre pensée, notre ressenti. Sauf que, bien entendu, comme ce que je ressens, c'est désagréable, ben, mes pensées, elles vont aller dans le même sens, elles vont être désagréables.
Donc, la différence entre l'angoisse et l'anxiété réside essentiellement dans la conscience qu'on a de l'objet qui provoque ma tension intérieure. Dans l'anxiété, c'est très facile d'identifier l'objet qui provoque ma tension intérieure, alors que dans l'angoisse, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu vois, hein, sur le bonhomme, qu'est-ce qu'il a comme pensée dans la tête Des émotions négatives. Que des émotions négatives dans sa tête. Il a des armes, des fantômes, le passé, des pensées suicidaires, des pensées sombres, il n'y a pas de paillettes dans sa vie, pas d'arc-en-ciel, pas de lumière. Exactement. Là, ce bonhomme, il va pouvoir, il va y penser, il va se dire que s'il se sent pas bien à l'intérieur de son cœur, tu vois, on voit un petit nuage au niveau du cœur. Si lui, il se sent pas bien à l'intérieur de son cœur, c'est peut-être parce que l'aiguille, il est malade. C'est peut-être parce que, tu vois, la tête de mort, il risque de bientôt mourir. C'est peut-être parce que on voit le couteau, il y a quelqu'un qui va l'agresser à l'extérieur. Ou c'est peut-être, ah tiens, bon exemple, le fantôme. Ou c'est peut-être parce qu'il se pense touché, possédé par un mal occulte, par une entité occulte telle que un djinn, tel qu'on connaît dans notre communauté, ou un être maléfique qui vient pour le gêner, le déranger dans sa vie, le parasiter. Donc, parce que je me sens pas bien à l'intérieur de moi, eh ben là, je risque de développer au fur et à mesure du temps des pensées qui vont venir expliquer mon ressenti intérieur qui n'est pas explicable. Et mais mon ressenti qui vient du fait que j'ai intériorisé pendant trop longtemps des émotions. Oui, on t'écoute. Le fantôme peut aussi représenter une émotion inconnue du passé, ne sachant pas d'où peut venir ce stress. Enfin, ça peut être autant un djinn, une possession, une entité, tout ce que vous voulez, mais ça peut être aussi une cause du passé, un problème qui n'a pas été réglé, qu'on traîne et qu'on ne sait pas nommer. Tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Et c'est une excellente remarque. Merci, Sophia, parce que ça aussi, on pourra en parler par la suite. Là, ce que tu es en train de dire, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Si j'ai à un moment donné dans ma vie vécu une situation qui m'a amené à un débordement émotionnel, c'est-à-dire que j'ai vécu une situation qui m'a trop fait peur ou qui m'a trop stressée, et notamment dans les situations de mort imminente, de danger. Ma cognition, elle va être débordée par trop d'énergie psychique, par trop d'émotions. Et ma cognition, elle n'arrive pas à gérer toutes ces émotions. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bloquer à l'intérieur de mon affectivité toutes ces énergies. Et comme ma cognition n'est pas en mesure de gérer ces émotions qui sont bloquées à l'intérieur de moi, il va se passer un mécanisme de survie. Et heureusement, Monseigneur fait parfaitement les choses. Ce mécanisme de survie, c'est ce qu'on appelle l'amnésie. Cette amnésie traumatique, c'est-à-dire cet oubli, cette déconnexion entre ma cognition et mon affectivité, elle va perdurer le temps que ma cognition, elle se renforce, elle soit en mesure plus tard d'accueillir ces émotions qui ont été refoulées. Sauf que ces émotions qui ont été bloquées, qui ont été refoulées, de temps en temps, elles viennent taper à la porte de ma cognition. Et c'est exactement ce que tu décris, c'est les symptômes. Elle vient dire, oh, m'oubliez pas, moi, je suis encore là, toute cette somme d'émotions désagréables que j'ai bloquées face à un trauma. Ces émotions, elles viennent dire, oh, je suis là. Et elles vont taper à ma cognition aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que ma cognition ne se décidera pas à les accueillir, ces émotions, et à agir, à travailler dessus. Exactement. C'est une très bonne réflexion que tu viens de nous faire. Et surtout, il faut préciser que ça sera par étapes. Donc, le cerveau va mettre un mécanisme de défense pour affronter la vie, continuer de vivre du moins au quotidien, donc pour vivre notre vie, faut dire ce qui est. Mais il y aura toujours les signes, toujours un truc qui nous perturbe, un tourbillon intérieur au niveau du cœur ou de la tête. Pour, comme a dit William, du coup, mieux s'armer pour aller dans le passé, ouvrir le placard, sortir les cadavres. Les cadavres, c'est des émotions. Et bien sûr, ce qui s'est passé. Et donc, identifier chaque émotion, étape par étape, et déconstituer, dénouer la petite belote. Exactement. Et les cadavres, comme tu le dis, effectivement, c'est une très bonne image parce que le cadavre, c'est ce qu'on ne veut pas regarder, c'est ce qui sent pas forcément bon, c'est ce qui nous angoisse. Donc, faut bien comprendre que ce qu'on garde à l'intérieur de nous, ce qu'on refoule à l'intérieur de nous, c'est pas des objets, bien sûr, c'est une énergie psychique. Il y a votre conscience, là, on est en train de parler, Sophia et moi, avec vous. Cette conscience, là, ce que vous voyez, vous êtes en train de recevoir des stimuli de l'extérieur. Et ben ça, cette conscience, elle est inconsciente d'une autre partie de votre psyché qui s'appelle votre inconscient. Et dans votre inconscient, c'est là où on va jeter, on va se débarrasser de toutes ces émotions, de toutes ces énergies désagréables que notre conscience ne veut pas garder, ne veut pas lire, ne veut pas recevoir. Alors,
Là, depuis tout à l'heure, on a parlé d'anxiété, on a parlé d'angoisse, on a parlé de stress. Il faut bien différencier ce qui relève du normal et de ce qui relève du pathologique. On a parlé de ce qui était normal. Maintenant, il faut aussi pouvoir se reconnaître dans ce qui n'est pas normal et ce qui nécessitera dans le futur une psychothérapie. L'anxiété, elle est anormale quand elle n'est plus liée à des événements de la vie et qu'elle survient sans raison. Quand ça devient un état permanent, quand elle nous fait perdre sa fonction d'aide au changement, quand elle favorise au contraire davantage la répétition, la limitation de certains comportements plutôt que la possibilité d'adaptation du sujet, ou quand elle devient une souffrance aboutissant à des plaintes, là, potentiellement, l'anxiété, elle devient pathologique. Et donc, Sophia, tu nous as trouvé un très bon questionnaire qui va permettre à nos Facebookers, à toutes les personnes qui nous suivent, de se positionner, de se situer par rapport à une anxiété pathologique. Est-ce que tu veux bien nous lire les questions, s'il te plaît, en sachant que les personnes qui nous suivent vont devoir, pour chaque item, vont devoir se situer par rapport à une échelle entre 0 et 3. 0, pas du tout. 1, quelquefois. 2, assez souvent. Et 3, beaucoup. Allez, je te laisse faire. Alors, catégorie 1, manifestation au niveau des sentiments. 1, sentiment d'anxiété, de nervosité, d'inquiétude ou de peur. À vous de noter. 2, ressentir votre environnement immédiat comme étrange, irréel ou embrouillé. Sentiment d'être séparé de l'ensemble ou d'une 4, période soudaine ou inattendue. Appréhension d'un danger imminent. 6, sentiment stressé. Alors là, je te coupe, excuse-moi Sophia, on ne voit plus la cotation, mais c'est toujours pareil. Toujours pareil, en fonction de votre réponse, soit vous coterez 0, pas du tout, soit 1 quelquefois, soit 2 assez souvent, soit 3 beaucoup. 7, avoir des difficultés de concentration. 8, avoir un flot de pensées rapides ou l'esprit qui saute constamment d'un sujet à l'autre. 9, être songeur durant la journée ou être dérangé par des pensées effrayantes. 10, sentir que vous êtes sur le point de perdre le contrôle. 11, avoir peur de craquer. 12, 13, souffrir d'une maladie physique cardiaque. 14, avoir peur de face aux autres. 15, isolé ou abandonné, peur d'être critiqué. 17, avoir peur de Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour nos Facebookers, mais on ne t'entend pas très bien, Sophia. On a un problème de transmission. Oui, son image s'est figée, donc elle va certainement se reconnecter. Je te laisse prendre le relais, oui. D'accord. Donc, je reviens à la 17. 17, avoir peur d'un événement tragique, avoir peur qu'un événement tragique ne soit sur le point d'arriver. T'es revenue, Sophia? Oui. 18. Ah, pardon. Donc, ça a coupé. Oui, ça a coupé. On t'entendait pas très bien. On en est à la 18. D'accord. Je l'ai pas sous les yeux, là. Je suis à la 17 encore. Il y a un petit bug. Tu peux prendre le relais? Oui. Donc, 18, cœur qui s'accélère, qui bat fort, ou dont le rythme est parfois irrégulier, palpitation. Je te laisse reprendre. Alors, 19, douleur ou serrement dans la poitrine. 20, engourdissement ou fourmillement des extrémités. 21, malaise ou papillon dans l'estomac, et pas les papillons de l'amour, mais du stress. 22, constipation ou diarrhée. 23, sensation de fatigue ou réaction au sursaut. 24, raideur ou tension musculaire. Et là, je te coupe, Sophia, il manque la 25. On ne la voit pas très bien à l'écran. C'est transpiration excessive non causée
par la chaleur. Alors, je pense que Sophia nous la mettra en commentaire par la suite. Donc, la 25, c'est transpiration excessive non causée par la chaleur. Genre main moite, tout ça, ça compte? Comment? Les mains moites, ça compte? Ouais, ça compte. Ça compte. Ok. Donc, transpiration excessive, c'est bon, tu peux prendre le relais. Ok. Alors, on continue, hein, comme depuis le début. 0, pas du tout. 1, quelquefois. 2, assez souvent. 3, beaucoup. 26, sensation de boule dans la gorge. 27, tremblement. 28, jambes molles ou en guenilles, si j'ai les jambes qui flanchent. Hein. 29, étourdissement, vertige. 30, sensation d'étouffement ou essoufflement rapide au repos ou difficulté à respirer. 31, maux de tête. Pardon? Ou douleur dans le cou ou dans le dos. 32, Exactement. alternance de frissons et de chaleur. 33, sensation de fatigue, de faiblesse, de sentiment, d'être facilement épuisé ou irrité. Et vous pourrez revenir par la suite en regardant de nouveau notre émission. Vous pourrez revenir sur ces questions. Alors ça, je vous le dis franchement, c'est un cadeau que nous faisons, Sophia et moi, parce que c'est des tests qui sont bien entendu des outils de psychologues. Ce n'est pas des tests que vous trouverez sur Internet. Et donc, ils ont pour viser surtout de vous permettre de vous positionner. Si vous vous reconnaissez dans une anxiété, et alors là, Abdeslam va nous montrer les scores et tu vas nous les lire, Sophia. Si vous vous reconnaissez dans une anxiété plus que légère, là, à ce moment-là, il faudra consulter. On t'écoute, Sophia. 5 ou moins, anxiété minimale. 5 à 15, anxiété légère. 16 à 30, anxiété modérée. 31 à 50, anxiété marquée. Et 51, voire plus, anxiété très marquée. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez dans plus que anxiété légère, si vous êtes situé à partir de anxiété modérée, c'est que là, l'anxiété, elle devient une maladie. L'anxiété est elle aussi une sensation normale, comme je disais, comme nous le disions, présente chez tous les êtres humains, mais il arrive qu'elle se manifeste de façon trop fréquente, trop prolongée ou trop intense, de manière incontrôlée ou excessive, et elle peut survenir sans raison apparente ou suite à nos pensées. Il s'agira là d'une véritable pathologie engendrant une grande souffrance dont les causes sont souvent difficiles à identifier et c'est pas forcément le plus important. Alors, il faut vraiment différencier ce qu'on appelle l'attaque de panique et ou la crise, pardon, il faut vraiment différencier l'attaque de panique ou crise d'angoisse et ou ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé ou la névrose d'angoisse. C'est deux choses différentes. Là, je vais vous parler de l'attaque de panique. C'est extrêmement important et Sophia nous décrira une petite image par la suite. C'est extrêmement important que vous puissiez bien comprendre ce que c'est que l'attaque de panique. Donc, dans l'attaque de panique, notre cerveau, il est équipé d'un système d'alarme qui va s'activer en cas de danger grave ou imminent. C'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome sympathique. Il va être activé de façon majeure dans l'attaque de panique et il va engendrer plusieurs symptômes physiques et psychologiques intenses qui vont favoriser la survenue de différentes réactions. Lorsque… excuse-moi de t'avoir interrompu, j'allais décrire les symptômes. Il faut qu'au minimum, la personne, elle puisse avoir 4 des symptômes suivants. Je te laisse les décrire, Sophia. Ça va être la transpiration, l'accélération du rythme cardiaque, la douleur à la poitrine, des frissons ou des bouffées de chaleur, une peur de perdre le contrôle ou de mourir inexpliquée, de l'hyperventilation, des tremblements ou des sensations d'engourdissement, ou bien au contraire des maux d'estomac ou bien des nausées. Si vous avez 4 de ces critères-là, William va prendre le relais et vous dire quoi faire. Là, on parle d'attaque de panique. J'ai souvent dans mes consultations des patientes qui viennent me voir parce qu'elles vivent tout ce que tu viens de décrire et elles n'arrivent pas à comprendre. Elles ont l'impression de devenir folles, elles ont l'impression qu'elles sont possédées, elles ont l'impression qu'elles vont bientôt mourir, elles interprètent très mal ces symptômes alors qu'en réalité, elles ont intériorisé, elles ont bloqué à l'intérieur d'elles énormément d'émotions depuis trop longtemps et que ces émotions, que ce soit parce qu'elles ne savent pas gérer leur
émotions ou parce qu'elles vivent dans un environnement qui est anxiogène ou parce qu'elles ont vécu des traumas, eh ben, ces symptômes-là viennent dire un mal-être qu'il faut distinguer. L'attaque de panique, qui correspond à des crises d'angoisse aiguës qui surviennent de manière très périodique, il faut vraiment différencier l'attaque de panique de l'anxiété permanente. L'anxiété, quand elle dure tout le temps, ça arrive de temps en temps, ce que vous voyez à l'écran. Ça va arriver d'un coup, sans raison, je ne comprends pas pourquoi. Mais quand mon anxiété, elle est constante, là, on parle de troubles anxieux généralisés ou également, ce qu'on appelle également la névrose d'angoisse qui va affecter le sujet de manière très durable. C'est extrêmement important de faire la différence entre l'attaque de panique et la névrose d'angoisse ou le trouble anxieux généralisé parce que le traitement va être différent. On ne va pas, pour s'en sortir, avoir recours aux mêmes techniques. Dans le trouble panique, dans l'attaque de panique, ce que vous voyez à l'écran, en général, on va plutôt agir dans le traitement de façon préventive. On va faire en sorte de prévenir la survenue des crises. Alors, moi, je suis une anti-médicament, je suis une anti-psychotrope, mais tout le monde n'est pas obligé d'être comme moi. En général, quand une personne présente des attaques de panique, on va privilégier des antidépresseurs. Alors que dans l'anxiété permanente, dans le trouble anxieux généralisé ou la névrose d'angoisse, là, on aura tendance à prescrire, les psychiatres auront tendance à prescrire des anxiolytiques. Maintenant, on va parler de la névrose d'angoisse. Ça, ce que vous voyez à l'écran, ça peut arriver d'un coup, sans raison, de temps en temps. Mais c'est pas tout le temps. Et c'est pas forcément ça qui m'amène à consulter. Parce que ça, il peut y avoir énormément de temps qui s'écoule entre plusieurs attaques de panique. Ce qui va vraiment m'amener à consulter, ce qui va à un moment être très compliqué, très douloureux à vivre, c'est ce qu'on appelle les troubles anxieux généralisés. Les troubles anxieux, c'est vraiment quelque chose d'assez fréquent en vérité parce que ça affecte environ chaque année entre 2 et 8% de la population. Et le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans le contexte de confinement dans lequel nous sommes, ne va faire que exacerber, augmenter les troubles anxieux chez la population en général. Alors, ce qu'on sait, c'est que ça survient essentiellement, plus fréquemment chez les femmes. Et souvent, les premiers symptômes, ils apparaissent entre 20 et 30 ans. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête à 30 ans. Ça continue aussi après 30 ans. Mais en général, c'est là où on commence à avoir les premiers symptômes d'anxiété. Alors, donc l'anxiété généralisée ou la névrose d'angoisse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un symptôme ressenti comme un sentiment pénible, vague, d'attente d'un danger imprécis, toujours imminent. Et cette souffrance, elle s'accompagne très souvent de signes somatiques, de symptômes variés qui vont être très différents d'une personne à l'autre. Mais de toute façon, ce qu'on sait, pour qu'on puisse parler de névrose d'angoisse, il faut que ce soit chronique, il faut que ça se présente plus d'une journée sur deux, depuis au moins 6 mois. Et là, Sophia, tu vas nous dire les symptômes. Et il faut que les personnes se retrouvent dans au moins 6 symptômes, il me semble. Excuse-moi, avant de dire. Ça a bugué, excuse-moi. Donc, avant de dire les symptômes en question, on a une question intéressante. À cause de tous ces sentiments, peut-on avoir des pertes de mémoire? Oui, parce que le grand risque de présenter très régulièrement, de façon chronique, des sentiments d'angoisse ou d'anxiété, c'est que en bout de course, on va développer malheureusement on va arriver à une fatigue psychique. On va potentiellement arriver à une dépression chronique, ce qu'on appelle aussi une dépression réactionnelle. Et on sait que un des symptômes majeurs de la dépression, c'est les troubles sur le plan cognitif. Étant donné que je suis fatiguée, ma cognition, mon intellect va se mettre à fonctionner au ralenti. Et donc, on va voir qu'il y aura un impact sur mes capacités d'attention et donc forcément de concentration et donc là encore forcément de mémorisation. Ça va agir sur ma mémoire à court terme, ma mémoire de travail, mais aussi sur la récupération des informations de ma mémoire à long terme. Donc oui, effectivement, quand on est trop longtemps angoissé, on se prédispose à la dépression et aux troubles tels que tu viens de le dire. On a un commentaire intéressant qui nous dit que la lecture du Coran pourrait être un remède pour certaines personnes. Qu'en penses-tu? Ça fait partie des conseils que nous allons donner par la suite. Tout ce qui permet de se relaxer, tout ce qui permet de se détendre est très bon à prendre. Maintenant, je vais vous dire une petite chose.
Monseigneur, il me dit que c'est par l'évocation, quand on est croyant, quand on est musulman ou d'une autre obédience, on sait que le fait de penser à notre Seigneur ou de lire la parole de notre Seigneur, c'est thérapeutique. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'insistais sur le fait que c'est parce que je pense que je ressens et donc que je réagis. C'est parce que je pense que je ressens. Si moi, j'injecte dans ma cognition des pensées positives, des pensées apaisantes, ça va automatiquement agir sur mon cœur, sur mon affectivité, sur mon usine à émotions. Et quelle plus belle et plus merveilleuse parole quand j'y crois que celle de la parole de mon Seigneur pour venir apaiser mes pensées et forcément apaiser mon cœur. C'est magnifique, j'adore. Ok, tu nous donnes les symptômes de la névrose d'angoisse? Alors, oui. Excuse-moi, du coup, ça m'a tellement prise, tu m'as captivée, c'était captivant ce que tu me disais. Elle comporte au moins 6 symptômes parmi la liste que je vais vous citer. Alors, soyez attentifs. Tremblement, tressautement ou impression de secousse, tension, douleur ou endolorissement musculaire, fébrilité, fatigabilité, souffle coupé ou sensation d'étouffement, palpitations, tachycardie, transpiration ou main froide et moite, sécheresse de la bouche, étourdissement ou lipothymie, nausée, diarrhée ou gêne abdominale, bouffée de chaleur ou frisson, boule dans la gorge, difficulté de déglutition, sensation d'être survolté ou à bout, réaction de sursaut exagéré, difficulté de concentration ou trou de mémoire, et enfin, difficulté d'endormissement ou sommeil interrompu. Super. Voilà. Super, c'est exactement ça, tu l'as très bien décrit. D'ailleurs, Sophia, si tu veux bien, par la suite, si tu veux bien nous mettre en commentaire les différents symptômes de l'anxiété, super. Comme ça permettra à nos Facebookers de pouvoir suivre. Alors, les signes de la maladie, hein, je suis en souffrance, je suis malade de mes angoisses quand j'ai eu un score important au questionnaire que tu nous as lu, mais aussi quand j'ai au moins 6 des symptômes que tu viens de nous lister. L'anxiété généralisée, elle se manifeste par vraiment un sentiment à l'intérieur de toi d'insécurité qui est permanent, avec des ruminations, avec des pensées qui reviennent sans cesse, et notamment avec une projection dans l'avenir qui est très anxiogène. C'est-à-dire que je vais devancer l'avenir, je vais commencer à penser au futur de façon très négative. Je vais me projeter dans l'avenir de façon très négative. L'anxieux chronique, il a beaucoup de mal à prendre une décision ou à choisir. Il est constamment dans le doute. Il est constamment, merci super Sophia, il est constamment dans le doute. Il est tout le temps en train de douter de l'avenir, de ce qu'il est capable de faire. L'anxieux généralisé, c'est quelqu'un qui est hyper émotif, hein, c'est quelqu'un qui a des peurs, c'est quelqu'un qui risque aussi d'arriver à vivre une dépression. C'est quelqu'un pour qui les soucis quotidiens vont être appréhendés de façon démesurément grossie. C'est-à-dire qu'il va, il va aggraver, il va voir de façon très disproportionnelle les éléments qui lui viennent de l'extérieur. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ma façon de penser, d'interpréter ce que je vis, qui va être à l'origine de mes émotions. Alors, l'anxieux généralisé… Comment? Abdel Salam m'a soufflé à l'oreille. Dans l'oreillette, j'ai eu le message d'Abdel Salam qui disait « Je pense donc je suis » de Descartes. Exactement, je pense donc je suis. Et même j'irai un peu plus loin, et là j'invite tous nos Facebookers à regarder la précédente émission, c'est j'ai des besoins donc je suis. Et pour ceux qui m'ont suivi déjà, ils savent de quoi je parle. Je suis désolée, je vais faire la malpolie et je vais t'interrompre, mais dans moins d'1 minute, ça va couper. Du coup, c'était super intéressant comme émission. Je propose de continuer sur ta page parce que c'est vraiment très intéressant. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner très rapidement des conseils pour s'en sortir? T'as moins de 30 secondes. Bon, alors c'est pas grave. Comment se sortir de l'anxiété généralisée Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Je suis désolée, j'essaie de te prévenir en plus. Oui, arrête, ça va couper. Alors, nous sommes toujours sur la page France Maghreb 2, donc nous pouvons continuer l'émission. D'accord. Génial. On reprend le série et on continue sur le Facebook, c'est génial.
Ah, super. Donc, j'en reviens à ce que je disais par rapport à l'anxiété généralisée. Donc, dans l'anxiété généralisée, on va pouvoir trouver différentes phobies, notamment ce qu'on appelle l'agoraphobie. Alors, l'agoraphobie, pour la majorité, pas tout le monde, mais c'est quand même la majorité des personnes, qui souffrent d'un trouble panique, elles vont avoir une peur, une crainte des lieux et de la place publique. Alors, l'agoraphobie, en vérité, c'est pas juste avoir peur d'être à l'extérieur. Hein. Agora, c'est l'extérieur. C'est pas juste avoir peur de l'extérieur. De façon plus large, de façon plus générale, en fait, c'est une situation. On va être dans l'évitement. On va être dans l'évitement de tout endroit, de toute situation où ça va me paraître à moi difficile de m'échapper ou de trouver de l'aide. Donc voilà, c'est pas juste les grands espaces, c'est tous les lieux, tous les endroits où moi, je vais avoir l'impression que je pourrais pas m'enfuir ou que je pourrais pas être aidée. C'est ça, en Exemple, général, c'est quand on sort de notre zone de confort et qu'on n'est pas à l'aise. Et vu qu'on va développer des craintes et des peurs inutiles, le moindre stress extérieur va provoquer une montagne de peurs à l'intérieur. Ça va être des appréhensions, ça va être des questionnements inutiles. Enfin, inutiles, non, bien évidemment, on ne veut pas remettre en question chaque émotion que chaque être humain peut ressentir. le Mais questionnement est inutile, tu as raison, euh, Sophia. C'est un questionnement qui est inutile. Tu as absolument raison, parce qu'il m'amène à ressentir des émotions désagréables qui sont pas adéquates, Elles sont inutiles parce qu'elles sont paralysantes, toutes ces pensées-là. Donc, tu as absolument raison. voilà. Donc, en fait, on se charge de bagages, de petits cailloux dans notre sac. Exactement. Pour rien, faut les sortir, faut les vider. Bon, après, je te laisse toi détailler et dire comment limiter ces risques-là, mais je voulais préciser donc ce petit point sur l'agoraphobie. Ok, super. Tu l'as très bien décrit. Donc effectivement, on va se charger avec nos pensées négatives de plein de petits cailloux qui, à force, risquent de nous épuiser. Et parmi ces petits cailloux, eh ben, il va y en avoir un très gros à l'intérieur de nous qui s'appelle donc l'agoraphobie. Et cette agoraphobie, elle va m'amener à éviter tous les lieux, comme je le disais, toutes les situations où en apparence, je risque de ne pas trouver de l'aide. Alors, ça peut être, comme je dis, dans les supermarchés, ça peut être prendre ma voiture et être sur une route de campagne, hein, ça peut être le fait d'assister à un spectacle, toute situation où moi, je pense ne pas réussir à m'échapper et trouver de l'aide, eh ben, je vais l'éviter. Je vais mettre en place ce qu'on appelle des conduites d'évitement. On va également retrouver dans l'anxiété des peurs, des phobies. Là, ça va être des peurs beaucoup plus précises. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi la névrose phobique. Là, l'anxiété, elle va se fixer sur des situations précises, comme, je dis n'importe quoi, quelle peur tu pourrais avoir, Sophia la peur des araignées? J'ai peur du noir. La peur du noir, très bien. Quelle peur on peut avoir? La peur des araignées, la peur du noir, la peur des chats. Voilà, c'est toutes les peurs qui vont faire qu'on va mettre en place des conduites de réassurance, c'est-à-dire qu'on va éviter ce qui nous fait peur et on va se faire accompagner de personnes qui nous rassurent, qui nous apaisent. Alors moi, je veux bien être dans le noir, mais si j'ai mon doudou avec moi, je veux bien être dans le noir, si je veux bien sortir, aller dans un supermarché, si j'ai ma maman, ma sœur, ma meilleure amie qui m'accompagne. C'est ce qu'on appelle des conduites de réassurance. Alors, on sait qu'il y a des facteurs qui sont prédisposants. Bon, je vais aller très vite parce que voilà, c'est pas forcément le plus important. On sait qu'effectivement, on a une prédisposition naturelle, comme je disais tout à l'heure, à la nervosité, donc c'est-à-dire à la tolérance au stress. Mais il semble quand même qu'il y a des facteurs qui jouent un rôle important, notamment mon enfance, comment j'ai grandi, quelles pensées m'ont été injectées dans ma cognition, c'est-à-dire quel discours j'entendais de la part de mon papa ou de ma maman. On sait que si j'ai eu un parent anxieux, eh ben, j'ai un très fort risque, moi aussi, de l'être à l'âge adulte. Le facteur génétique, le facteur biologique, même si effectivement on pense qu'il y a une vulnérabilité biologique, de toute façon aujourd'hui on n'est plus dans une lecture eugéniste, hein, c'est la rencontre des deux, hein, c'est la rencontre de l'inné et de l'acquis. Moi, je crois maintenant, Sophia, sauf si tu as quelque chose à rajouter, je pense que ce serait bien qu'on puisse passer à comment se sortir de tout ça. Oui, ensuite parler de livres que tu dois conseiller. J'aimerais bien lire quelques commentaires parce que il y en a des marrants. Moi, il y en a un qui m'a fait rire. Un Facebooker qui nous dit William, c'est Jamie et Sophia, c'est Fred.
Excellent, super drôle. On adore ce genre de réflexion. Alors, Karine qui nous dit qu'il faut essayer de prendre confiance et de se réfugier à Dieu toujours, la base, bien évidemment. Il faut réguler ses... Confiance en moi. Excuse-moi, Sophia. Si moi, j'ai pas confiance en moi, si moi, je me pense pas capable d'être ou de faire telle ou telle chose, je ne dois pas douter, et c'est là où c'est un excellent secours, où c'est un excellent remède, je ne dois pas douter de la toute-puissance de mon Seigneur, qui lui est capable de tout, qui lui est capable de tout faire. Donc, si moi, je me sens faible, si moi je me sens faillible, mon Seigneur, le divin ou la vie, si vous préférez, si vous n'êtes pas croyant, lui, il est capable d'absolument tout. Donc c'est un excellent rempart et un excellent appui, un excellent étayage pour faire face à l'anxiété. Ensuite, on a interprété à la bonne mesure, ne pas tout prendre au premier degré, parler avec un ton doux et agréable. Relativiser, réguler ses émotions, traiter les informations reçues par le cerveau et méditer, respirer profondément. Savoir s'occuper. Très génial. Génial. Merci, Karim, je crois. Merci parce que c'est un excellent résumé de tout ce qui va suivre. Alors, exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de sortir par soi-même d'un état où la crise de panique ou la crise d'angoisse vont devenir persistants dans notre quotidien. Il est recommandé, s'il vous plaît, vraiment dans le cas où on en arrive à de l'anxiété massive et très douloureuse, très difficile à vivre, il est vraiment recommandé de s'adresser à un professionnel de la santé qui connaît cette affection, qui connaît cette difficulté. Soit un psychiatre, soit un psychologue, soit un psychothérapeute, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce spécialiste vous propose des stratégies de rétablissement qui vont impliquer d'abord une psychothérapie, comme je l'ai dit, il faut que j'agisse sur ma cognition, puisque c'est parce que je pense que je ressens. Donc, ce thérapeute, ce psychologue ou ce psychiatre, agir sur votre cognition. Et c'est là où on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une TCC, c'est-à-dire une thérapie cognitivo-comportementale. Avec cette thérapie cognitivo-comportementale, c'est-à-dire en agissant sur mes pensées, en injectant des pensées plus positive, je vais me libérer de l'espace, je vais remplir mon affectivité avec des émotions plus plaisantes et forcément, ça aura une incidence sur les réactions de mon corps et sur mes comportements. Alors, moi, je le dis à chaque fois et je veux vraiment que vous l'entendiez, s'il vous plaît, parce que c'est ce que je dis à mes patientes, je ne peux pas lutter. Et s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui pour les personnes qui souffrent d'anxiété généralisée ou d'attaque de panique, je ne peux pas me débarrasser de pensées anxiogènes. Ah, c'est étonnant ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas me débarrasser, je ne peux pas lutter contre mes pensées anxiogènes en me disant « faut que j'arrête de penser à ça, faut que j'arrête de penser à ça, faut que j'arrête de penser à ça ». Parce qu'en fait, en agissant ainsi, vous les entretenez. Parce qu'en agissant ainsi, vous les entretenez. La meilleure façon de se libérer de ces pensées anxiogènes, c'est de leur proposer des pensées apaisantes, c'est de leur proposer une alternative, c'est de leur proposer des pensées positives. Moi, je le dis à chaque fois, et tu sais que tu vas me rejoindre, Sophia, on ne peut pas sortir de l'obscurité autrement qu'en injectant de la lumière. Et mes pensées positives sont de la lumière. Donc, c'est indispensable de travailler sur vos pensées, sur votre cognition. Et ça, c'est difficile de le faire tout seul. Des fois, on a besoin de quelqu'un à côté de nous pour nous accompagner et pour nous permettre de traduire ces pensées différemment parce que nous, on n'y arrive pas. Et pourquoi on n'y arrive pas? Souvent parce que notre façon de penser, elle perdure, elle existe depuis très longtemps. Ça me vient de l'enfance, ça me vient de plein de situations que j'ai pu vivre, puisque ma pensée, elle s'est construite à côté peut-être de quelqu'un qui lui-même est anxieux. Donc, c'est difficile. On a l'impression, comme je dis à chaque fois, de nager à contre-courant, mais c'est possible. Et la psychothérapie, elle est là. L'accompagnement psychothérapeutique, il est là pour vous aider à mieux gérer cette fragilité qui vous vient peut-être de l'enfance ou qui vous vient de différentes situations que vous avez pu vivre. Alors, je crois, Sophia, qu'il existe d'autres moyens de se sortir de l'anxiété, d'autres moyens que la psychothérapie. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? S'occuper, s'entourer de bonnes personnes, s'entourer de bonnes vibes, faire des choses qu'on aime, faire des choses qui nous intéressent, s'élever spirituellement, mentalement, moralement, s'entourer de bonnes personnes, faire du bien à autrui. Parce que faire du bien à autrui, c'est faire du bien à soi-même. C'est aussi s'occuper.
Et Voilà. oui, est-ce que tu sais pourquoi? On sait que, d'ailleurs, notre Seigneur nous le dit, hein, il nous dit que quand on fait un bien, c'est pour nous. Nous sommes les premières personnes à bénéficier de d'une bonne action, de notre bonne action. Pourquoi? Parce que, et ça, il y a des expériences en psychologie qui ont été faites. On a constaté que quand on fait une bonne action ou qu'on est témoin d'une bonne action. C'est-à-dire, si moi, je regarde des vidéos sur la page France Maghreb 2 ou sur différents réseaux, si moi, je regarde des vidéos où je vois des personnes qui sont à l'origine d'une bonne action, qui font des bonnes œuvres, sur le plan neurocérébral, ça va permettre la sécrétion d'un neurotransmetteur du bien-être qui s'appelle la sérotonine. Quand je fais une bonne action ou quand je suis témoin ou quand je pense même juste à une bonne action, eh ben, ça sécrète sur le plan neurocérébral un neurotransmetteur du bien-être, ça me fait du bien. Donc, je te rejoins, quand je fais une bonne action, c'est d'abord pour moi et c'est thérapeutique, exactement. Il faut aussi accepter les pensées qui nous viennent en tête, ne pas les éloigner, ne pas dire « Oh, je veux pas penser à ça ». Non, c'est là, faut se laisser le temps, faut laisser la pensée continuer et donc faire en sorte que quand elle découler sur un truc beaucoup plus positif. Faut switcher les bad vibes de sa life, franchement définitif. 2020, on n'a plus le temps, comme on dit. Excusez-moi, je m'égare un peu. Et pour finir, personne toxique, accepter, faire confiance en son destin. Exactement. Alors, c'est tout ce que tu viens de nous dire. À ça, on va y ajouter également la pratique de certains sports, la pratique de certaines activités, telles que, comme tu l'as dit, la méditation, puisque c'est ça, la pratique du yoga, mais aussi toute activité sportive. Mahmoud nous le dit très bien. Le sport, c'est un moyen c'est cathartique, c'est un moyen de se libérer de toutes ces énergies, de toutes ces émotions qui sont bloquées à l'intérieur de nous, sans qu'on ait besoin de les verbaliser, sans qu'on ait besoin de les nommer. Également, il faut avoir une hygiène de vie qui soit saine. Il faut pouvoir éliminer certains aliments de notre alimentation, comme des stimulants comme le café, le thé, le chocolat, même si c'est apaisant pour certaines personnes, les boissons gazeuses ou les boissons énergisantes. Bon, l'alcool, on n'en parle pas, mais aussi les drogues, puisque tout ça sont des aggravants. Oui. William, j'ai une question très intéressante en commentaire. Comment faire la différence entre des mauvaises pensées et des west-west? Alors, ça, moi, c'est ma lecture. C'est ma lecture. Et je l'impose à personne, d'accord? C'est vraiment chacun est libre de recevoir ce que je vais dire de la façon qu'il le veut. Donc, je n'ai pas la science infuse, je ne dis pas que c'est de la parole de vérité. Moi, je distingue les ruminations ou les pensées obsessionnelles des west-west. Je le fais parce que mes patientes le font, donc je vais faire comme elles. Si les pensées qui vous viennent en tête sont des pensées qui vous empêchent, qui vous paralysent, qui vous bloquent dans une pratique religieuse, qui vous empêchent de prier, qui vous empêchent de penser à Dieu, qui vous empêchent d'avoir une spiritualité. Là, on peut se dire que ça vient de l'extérieur, ça vient de quelque chose de l'extérieur qui vient m'embêter dans un objectif de me fatiguer sur le plan psychologique. Puisqu'un west-west ou une rumination, c'est la même chose, c'est entendu à l'intérieur de moi. Il y a ce qui vient de mon angoisse, c'est mes pensées obsessionnelles, mes ruminations viennent de ce que j'ai bloqué à l'intérieur de moi pendant trop longtemps ou qui me viennent d'un trauma, d'une situation, d'une expérience de vie désagréable. Et puis, parce que là, moi, je m'adresse aux croyants, et ça fait partie de nos croyances de penser qu'il existe des entités à l'extérieur de nous et qui nous dérangent, qui nous parasitent, ça fait partie de notre croyance. Eh ben, les pensées obsessionnelles, il faut les différencier de ce qui vient de l'extérieur. Et là, ça va être les west-west. En sachant que le west-west, c'est difficile de le différencier de la pensée obsessionnelle ou des ruminations, puisque les deux agissent à l'intérieur de moi. Maintenant, vous, tout ce que vous devez vous dire, je m'en fiche de est-ce que c'est un west-west
ou est-ce que c'est une pensée obsessionnelle? Parce que de toute façon, moi, je vais agir dessus exactement de la même façon. On s'en fiche d'où ça vient. Est-ce que ça vient de l'intérieur de moi ou ça vient de l'extérieur? De toute façon, ce que je vais mettre en place pour m'en libérer, c'est exactement, ça sera toujours avec les mêmes techniques. Donc, si c'est des pensées qui me poussent à cesser de croire ou à faire des choses qui sont interdites par ma religion, je peux me dire que c'est un West-West. Mais si c'est autre chose, je vais me dire que ça vient de mes pensées obsessionnelles, ça vient de mes angoisses. Et donc, dans ces cas-là, de toute façon, on va agir de la même façon face à ces pensées. D'accord. Mahmoud a mis un autre commentaire très intéressant qui dit que le pardon est une autre alternative en guise de remède. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que le pardon fait partie de l'acceptation. Donc, lâcher prise. Très important pour avancer sereinement. Quand je pardonne, je le fais pour moi. Et je pense que ça, c'est un concept qui est tellement important, qui est tellement nécessaire dans notre humanité aujourd'hui, qu'on en fera une émission, si tu es d'accord, Sophia. Moi, voilà, si tu veux bien, on essaiera de faire une émission qui parlera, qui portera là-dessus, parce que voilà, ce serait vraiment trop frustrant d'évoquer le sujet de façon trop rapide, de l'expédier. De le survoler. Un sujet intéressant, je trouve aussi. Exactement. Donc, je disais, effectivement, avec tout ce que tu nous as dit, il y a l'hygiène de vie qui va permettre de se sortir de l'anxiété, mais aussi tous les exercices de relaxation, de respiration, parce qu'on n'a pas dit, aujourd'hui, le temps nous en a manqué, mais dans les différents symptômes que tu as décrits, il y a des difficultés de respiration. Il y a ce qu'on appelle l'hyperventilation. On l'a légèrement évoqué, oui. Voilà, tu as parlé de l'hyperventilation et donc pour sortir de l'anxiété, pour bloquer l'attaque de panique ou la crise d'angoisse, il faut pouvoir mettre en place des exercices de respiration abdominale ou de relaxation. Donc, j'invite nos Facebookers à aller y voir un peu plus loin. Voilà, donc l'apparition de la crise d'angoisse et je terminerai là-dessus, si tu es d'accord, Sophia, en tout cas moi, par rapport à l'anxiété, l'apparition de la crise d'angoisse ou de l'attaque de panique ou de l'anxiété généralisée, c'est souvent, comme pour la dépression, c'est souvent un signal qui est salvateur. C'est une alarme, c'est une mise en garde de ma psyché qui vient me dire que pendant trop longtemps, je n'ai pas pris soin de moi. C'est quelque chose qui doit pouvoir me permettre de prendre conscience qu'il est impérieux, qu'il est indispensable, qu'il est nécessaire, voire vital, de me recentrer sur moi et de enfin prendre soin de moi et de mes affects. Et ça doit m'amener aussi à pouvoir me dire que peut-être que je suis trop dure avec moi-même, je suis peut-être trop dure dans ma lecture du monde, que je suis peut-être un petit peu trop rigide, que j'attends trop de moi, que je me maltraite. Et forcément, je m'oppose à beaucoup de pensées religieuses qui nous disent que notre nefs, c'est-à-dire notre ego, c'est-à-dire nous, notre intériorité, on doit la fouetter, on doit la maltraiter. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Mon intériorité, je dois en prendre soin parce qu'un jour prochain, c'est ça qui me fera entrer au paradis parce que c'est avec mon intériorité que j'aime mon Seigneur. Et si je n'aime pas mon Seigneur, je ne serai pas sous sa miséricorde. Comme d'hab, je vous retire les mots de la bouche. J'allais dire 30 secondes en express avant que tu évoques les livres rapidement parce qu'il faudra libérer le Facebook de la radio. Franchement, faut apprendre à devenir son propre ami. Traitez-vous comme vous traitez les gens que vous aimez. Et ça va être un très bon départ pour voir le soleil. La pression. Relâchez la pression. Oui, alors, mais c'est nous passer le conseil de lecture. S'il te plaît. Allez, donc, vous le voyez à l'écran, le premier livre que je vous conseille, il ne parle pas forcément de l'anxiété, mais en fait, moi, pourquoi je le conseille, pourquoi je le trouve bien, c'est parce que c'est un guide pratique qui est en différents chapitres et qui développe différents thèmes, qui sont sources de stress et qui à long terme peuvent amener à de l'anxiété. Donc ça, c'est en amont. C'est avant, pour prévenir, on est dans de la prévention, pour ne pas en arriver à ressentir de l'angoisse ou de l'anxiété. Ce livre-là, il peut vous permettre, si vous mettez en pratique les exercices qui sont donnés, il peut vous permettre d'éviter donc d'en arriver à de l'anxiété et d'être parfaitement zen tel que vous le voyez. Également, autre livre, donc 50 exercices pour vaincre l'anxiété de Karine Boudan. Donc, quelle que soit la cause de votre anxiété, il n'est pas juste de la laisser prendre les rênes de votre vie, cette anxiété. Et ici, on voit 50 exercices qui vous proposent un
programme pour comprendre les mécanismes de la peur, apprendre les techniques pour enrayer votre anxiété et retrouver enfin confiance en vous et en vos capacités. Également, prochain livre, le traitement efficace du stress et de l'anxiété d'Adil Fatih Abdallah. Alors, moi, j'ai conseillé ce livre. Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant, mais parce que justement, c'est important, je pense, je l'avais expliqué dans une autre émission, c'est important, je pense, de pouvoir avoir recours à notre spiritualité, à notre religiosité pour se sortir de nos douleurs et de nos difficultés. Notre religion est un secours, c'est une aide. En aucun cas, elle ne doit être source d'anxiété, de tristesse ou de désespoir. Absolument pas. C'est un mode d'emploi que mon Seigneur m'a donné pour aller bien, pour aller mieux. Et ça, l'auteur, il l'explique très bien. L'islam a parfaitement traité ce sujet et a prescrit pour lui un remède qui est efficace, déjà 14 siècles auparavant. Il y a des études qui ont mené en ce sens, mais elles sont assez rares. En tout cas, lui, il nous en parle. Donc, raison pour laquelle je pense qu'il faut se procurer ce livre. On y parle du grand rôle de la foi dans la domination du stress et de l'anxiété et de la contribution dans l'évolution de l'esprit humain vers l'équilibre psychique afin de jouir d'une bonne santé mentale. Donc, ma religiosité, ma spiritualité, elle a un rôle à jouer dans mon bien-être. Également, autre conseil, après je l'oblige bien sûr que je l'oblige pas, hein, c'est chacun où il en est dans sa spiritualité. Pour en finir avec les crises d'angoisse de Klaus Benhart, alors c'est un psychothérapeute qui vous propose ici une méthode radicalement différente, hein. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais sa méthode, elle s'appuie sur les différentes découvertes scientifiques sur le cerveau et son fonctionnement. Donc vous découvrirez dans cet ouvrage les causes des crises d'angoisse, les signes annonciateurs des crises. Vous trouverez également des exercices et des techniques simples et rapides et efficaces pour stopper les peurs, fondée sur les dernières recherches en neurosciences, comme la méthode des 10 affirmations ou la technique des 5 canaux sensoriels, vous le découvrirez. Dernier livre, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler et j'ai vu qu'il y a eu un petit commentaire qui allait dans ce sens, pour que votre enfant n'ait plus peur. Alors ça, c'est pas un livre pour les enfants, c'est un livre pour les parents, qui sera très utile pour les parents, parce que moi, je dis à chaque fois, papa et maman, vous êtes le meilleur psychologue pour votre enfant. Donc, procurez-vous ce livre. Il va vous aider à comprendre la peur du noir, des animaux, des monstres cachés sous le lit, ou de passer au tableau de votre enfant, la peur de votre enfant de vous quitter, ou d'aller à la piscine, etc. L'aide des parents, elle est essentielle. Il faut comprendre, il faut rassurer, il faut pouvoir expliquer. Parfois aussi, la peur, elle prend trop de place, elle empêche l'enfant de grandir et de s'épanouir. Alors, comment l'aider? Et c'est justement vous qui allez le faire avec la lecture de ce livre où le docteur Jacques Lebeau, il nous explique pourquoi et comment il faut encourager votre enfant à se confronter progressivement à sa peur pour arriver à la surmonter. Donc, ce livre très concret, il présente dans chaque situation un programme d'action simple et efficace. Donc, je le conseille vraiment à tous les parents. Top, j'aurais pas mieux dit. Juste complément, si je peux me permettre, les parents sont la base de l'enfant. L'enfant, c'est un livre blanc. Les parents, les premières années, vont écrire l'introduction, puis à partir de 7-8 ans, ils vont donner le stylo à l'enfant. Ils vont rester à côté, surveiller la ponctuation, les fautes d'orthographe, veiller sur eux. Et puis, plus ils vont grandir, plus ils vont écrire leur propre chapitre. Mais les parents doivent être là pour les accompagner, les soutenir et surtout ne pas les brider. Chaque enfant a son caractère. Et de toute façon, on fera une émission dessus. Je pense que c'est super important, William. C'est exactement ce que disait Winnicott. C'est exactement ce que disait Winnicott. Winnicott dit que la mère, elle est l'appareil à penser les pensées. C'est parce que ma mère a une psyché et une pensée que dans sa façon de parler avec moi, de dialoguer avec moi, elle va me permettre de développer ma psyché. Donc, effectivement, les parents sont extrêmement importants et même déterminants dans le développement de la psyché de l'enfant et de l'adulte en devenir. Alors oui, pour aujourd'hui, ça va être fini. Malheureusement, l'heure est écoulée, on l'a même dépassée. Mais on se retrouve demain, 11h midi, pour traiter du thème des borderline. Ouais, dans les grandes lignes, on va faire un petit spoil. Il faut savoir que l'être humain, dans sa tête, il y a 3 possibilités. Névrosé, psychopathe ou l'entre-deux, borderline, genre un peu. Demain, on va traiter ce cas-là. Ouais, exactement. Alors, avant de finir, et Sophia nous le dira sûrement, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook France Maghreb 2, ainsi que ma page Maghrebi William, psychologue clinicienne, et ta page, Sophia Aïda, et nous laisser vos commentaires et nous proposer, si vous le souhaitez, des sujets d'émission. Donc, on se donne rendez-vous dès demain avec toi, Sophia, et toujours en compagnie d'Abdeslam. Alors, avant de finir, je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement, toi,
Sophia, et Abdeslam, on le voit pas, mais toi aussi, Abdeslam, je te remercie chaleureusement pour le travail exceptionnel que tu accomplis, que vous accomplissez tous les deux. Vous comptez vraiment pas vos heures et Dieu sait que je vous sollicite, je vous dérange vraiment pas mal. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre professionnalisme et toute la famille France Maghreb 2, donc vous ainsi que moi. Comme d'habitude, avant de finir, nous vous souhaitons la paix du cœur, de devenir les clés du bien. Et Sophia, tu te souviens, confiné mais confiant. Exactement. Par contre, moi, je voulais préciser avant de vous laisser, vous pouvez retrouver William en dehors de la radio, en dehors du live Facebook. Elle fait des consultations téléphoniques en ce moment parce qu'on est en confinement et c'est une psychologue extra. En plus d'être une amie et une sœur, vraiment. Vous voyez bien qu'elle fait, vous voyez bien qu'elle est douée. Donc, n'hésitez pas à la contacter, à lui parler via téléphone, via sa page, via ses réseaux ou via la radio. Abonnez-vous si vous avez aimé, partagez, commentez et puis prenez soin de vous. On se retrouve demain. À demain. À demain.